il y aura une période où ils, au pluriel, ne supporteront pas d'enseignement salutaire, mais selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants comme celui-ci. Quand vous venez sur des plateaux de télévision, enseignez que quelqu'un qui a 92 ans, vous qui n'avez pas encore travaillé 30 ans, vous venez dire que quelqu'un qui a travaillé 60 ans. Là, je termine. Est-ce que la loi permet de travailler? Nous avons déjà fini ce débat. C'est le débat des manipulateurs. Deux choses à respecter dans une république. Oui. La loi, et au-dessus de la loi, la morale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok. J'ai gardé pour notre pays ce que disent les Saintes Écritures depuis des millénaires. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Prenez la parole pour que ce qui va se faire ne soit pas une question de légalité, mais que ce qui va se faire soit de nature à élever la conscience de la société. Est-ce que les candidatures sont validées au Cameroun en fonction des écrits bibliques? Non. Je te dis que dans le code électoral, oui, même un fou peut être candidat au Cameroun. La loi dit qu'il faut avoir 35 ans, il faut avoir vécu 12 mois continuellement, il faut être de nationalité camerounaise. Un fou au Cameroun qui a vécu pendant un an ici, qui a vécu 12 mois ici, qui a 35 ans, peut être candidat. Il y a un fou ici à Efoulan, moi je le vois depuis 2 ans. Et c'est ce que la Bible nous dit. Que la légalité n'est pas le seul fondement de l'appréciation de ce qui est bon. Que, comme le recteur, comme les femmes d'Ongo et les autres, la Bible a aussi évoqué l'existence de telles personnes. C'est le terrorisme intellectuel. Ça, c'est pour le recteur. Oui. C'est le terrorisme intellectuel. Pour le recteur. Et pour les gens qui ne le savent. Terrorisme intellectuel. Terrorisme intellectuel. Voilà, la Bible dit, ça. Avec justice, tu jugeras ton compagnon. Martinez Zogo a été tué dans des conditions qui sont connues de tous. Ceux qui l'ont tué sont arrêtés. Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas arrêté ceux qui ont exécuté le crime? C'est qui? Ce n'est pas Maître Assira qui a été arrêté pour avoir enlevé la vie à M. Martinez Zogo. Bala a été tué, mais la justice n'a pas fonctionné. Il était mort sur de noyade. D'accord. On ne connaît pas Monseigneur Bala des exercices de natation qui l'aurait prédisposé à aller nager dans un cours d'eau dangereux comme la Sanaga. Et à sauter depuis le pont. Etc. On me dit que l'affaire est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, une affaire complexe? Si c'était toi, parfait Aïssi, qui avait commandé à Daoué d'aller organiser l'enlèvement, il y a très longtemps que cette affaire serait close. Ce que je veux révéler, c'est que le temps passe. Beaucoup de temps passe. On finit par oublier l'affaire et puis à la fin, on vous sert des petits couteaux comme des responsables et on protège les commanditaires. Monsieur Garga Amanadi vient de faire une publication. Il dit que même couché sur une civière, Paul Biya sera élu. Parfait Aïssi, et merci une fois de plus de m'associer à cette réflexion concernant 2 points critiques qui rendent compte de la façon dont notre pays fonctionne. Mais avant d'aller de prendre ma part de responsabilité dans cette réflexion, permettez-moi 2 choses. La première, c'est l'œuvre éminemment innovatrice, je dirais iconoclaste, du directeur général de la SIC, que je n'ai pas vu depuis plus de 30 ans dans ce pays. Qu'un directeur général annonce publiquement qu'il recrute 34 personnes. C'est extraordinaire. Eu égard au niveau de pourrissement de la morale publique, qui veut que des opportunités comme celle-là, on les cache. Tout à fait. On ne sait pas, je ne sais pas si vous savez quand on recrute les gens dans les banques comme CCA. Non. Je ne sais pas si vous savez quand est-ce qu'on recrute les gens à la SNH, à la SNH, à la Sonara. À la Sonara. Pour la première fois, je vois un directeur général qui annonce qu'on recrute. C'est iconoclaste. Très bien. C'est quelque chose qu'il faut exalter parce que c'est une posture qui voudrait qu'on donne la chance à tout le monde. Il y aura peut-être 2 millions de demandes, mais au moins ceux qui ne seront pas retenus
auront eu l'information. Parce que ne fût-ce que l'information. Ne fût-ce que l'information, parce que sur ce plateau, nous tous, nous n'avons jamais l'information légale, officielle, publique. Si vous apprenez un recrutement, c'est sous la table. C'est à travers les associations du village. Je demande qu'il soit imité pour que la tension sociale et le désespoir baissent. Je voudrais poser 2 sagesses. La première est dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 15. Il est recommandé à Moïse, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Tu ne dois pas te montrer partial envers le petit. Et tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand. Avec justice, tu jugeras ton compagnon. Ici, le livre sacré recommande que lorsque la justice est rendue, qu'elle traite le petit et le grand exactement de la même manière. Et s'il n'y a ni petit, il n'y a pas de petit ici. Ça lui rendra donc la tâche plus facile. Plus difficile. Si tout le monde est grand, on dit de ne pas traiter les grands avec préférence. Si c'est les petits, c'est plus facile puisque eux, ils n'ont pas de protection. Mais ici, je convoque la Constitution qui dit que dans son article 37, dans l'organisation du pouvoir judiciaire, la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Cela veut donc dire que le peuple camerounais a un droit de regard sur ce que font les juges, sur la manière dont ils rendent la justice. Et dans la manière, il y a le temps qui est pris pour rendre la justice. Martinez Zogo a été tué dans des conditions qui sont connues de tous. Ceux qui l'ont tué sont arrêtés. Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas arrêté ceux qui ont exécuté le crime? Est-ce que nous avons déjà un jugement qui dit que ceux qui ont tué Martinez ont été arrêtés? Mais comment? Dans l'affaire Martinez Zogo, il me semble que ceux qui lui ont arraché la vie sont connus et sont arrêtés. C'est qui? Et ses collaborateurs. Vous tenez ça de quel jugement? Mais je tiens ça de la mise en cause. On va interroger. On les a arrêtés pour rien. Tout à l'heure le juriste. On les a arrêtés pour rien, même s'ils sont présumés innocents parce que la sentence n'a pas encore été rendue. Ce n'est pas Maître Assira qui a été arrêté pour avoir enlevé la vie à M. Martinez Zogo. Et justement, l'insatisfaction vient de ce que les exécuteurs du crime sont connus, mais on ne les condamne pas. On ne les juge pas. Cela suppose qu'on cherche autre chose. Et comme le temps passe, le peuple demande, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? On cherche ce qui... Et à ce moment-là, ce que Monod dit prend tout son sens. C'est-à-dire, au-delà de ceux qui ont exécuté le crime, il y aurait autre chose à savoir. Ça peut donc être les commanditaires. Et à ce moment, ce que le professeur, le recteur dit, prend tout son sens. Que les commanditaires appartiendraient probablement à des structures étatiques qui ont pris l'État en otage et qui s'affrontent. C'est pour ça que la justice semble bloquée. Et ça nous apprend donc politiquement quelque chose. Parce que la Constitution dit, dans l'alinéa 3 de l'article 37, le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et vous avez entendu tous les professeurs ici, et les docteurs, et etc., montrer la question de l'indépendance. Et je termine en disant, la réflexion que vous nous soumettez ce matin renvoie sur la qualité de cette justice et de son indépendance. C'est précisément pourquoi, probablement, Bala a été tué, mais la justice n'a pas fonctionné. Personne n'a été mis en cause, aucune enquête judiciaire n'a été faite, mais avant Bala, d'autres crimes. Il y a quand même eu une enquête qui avait été ouverte. Elle était judiciaire. Une enquête avait été ouverte dans le cadre de l'affaire Monseigneur Bala. Elle n'a pas été fermée seulement. Voilà. Ah, elle a été ouverte sans être fermée. Donc elle est Je pense qu'à un moment donné, on a même eu des informations selon lesquelles on nous a fait comprendre que Monseigneur Bala était mort de noyade. Oui. Puisqu'il y a eu l'autopsie qui avait été effectuée, on l'a déclaré. C'est la bonne information. On l'a déclaré. Mort de suite de noyade. Il était mort sur de noyade. d'accord. Et d'autres? Vous avez des doutes à cela?
Pas moi, toute la société. Vous ne parlez pas au nom de toute la société. Toute la société. On ne connaît pas Monseigneur Mbala des exercices de natation qui l'auraient prédisposé à aller nager dans un cours d'eau dangereux comme la Sana. Et à sauter depuis le pont. Etc. Ce qui rend peu probable, peu crédible cette version des faits. Très bien. Qui vous allez accréditer le doute que les gens ont aujourd'hui sur la qualité de la justice. On me dit que l'affaire est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, une affaire complexe? C'est le professeur. La complexité d'une affaire judiciaire rentre dans les difficultés à connaître la vérité. Oh, la vérité, c'est d'abord qui a tué. Et qui a tué, on connaît. Non, vous insistez qu'on... J'insiste parce que les gens sont même déjà... Les ordonnances, on a vu dernièrement dans cette affaire. Le juge instructeur. Oui. Et nous en avons parlé sur ce plateau. Le juge instructeur a rendu une ordonnance de remise en liberté d'un certain nombre d'acteurs. Et les commentaires que je viens d'entendre accréditent ce que nous avons vu à l'époque. Le même juge instructeur a nié avoir produit cette ordonnance. Et votre émission avait interpellé toute la place judiciaire en disant « Ok, si le juge instructeur n'a donc pas produit cette ordonnance, d'où vient-il que le greffier ait signifié aux avocats des parties l'ordonnance? Le greffier n'a jamais été poursuivi pour dire comment il a fait pour avoir une ordonnance que le juge n'a pas faite. La suite de cette affaire, c'est qu'on a changé le juge instructeur pour arrêter les gens que le juge instructeur mettait en liberté. Et les gens que le juge instructeur mettait en liberté n'ont pas été mis en liberté. Cela montre que le juge instructeur a fait ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Donc il n'est pas indépendant. Vous savez, quand cette affaire est apparue au plus fort de l'émotion qui avait saisi tout le monde, j'avais dit il n'y aura rien. L'émotion passera. Et pour justement qu'il n'y ait rien en situation d'émotion, il faut laisser traîner. Les gens se dégonflent eux-mêmes, ils passent à autre chose, ils oublient. Attends, et puis, c'est une stratégie? C'est récurrent dans ce genre de crime organisé dans le cadre des affrontements mafieux. Le professeur, le recteur est en train de vous dire qu'il sait. Normalement, on doit l'interpeller. Bon, je ne veux pas qu'on t'interpelle. Qui va l'interpeller? Personne d'ailleurs ne m'interpeller. Pourquoi? Parce que si on t'interpelle, on devrait pouvoir nous interpeller, d'ailleurs nous tous. Pour dire que si une affaire de crime, un crime a été commis, logiquement, la première question c'est qui a tué? Logiquement, la deuxième question c'est mais pourquoi il le tue? Il peut être au singulier comme au pluriel. C'est dans le pourquoi vous le tuez qu'on peut retrouver la complexité dont le professeur est en train de parler. Il n'y a pas de complexité dans qui a tué. Parce qu'on a vu des gens, ils étaient sur le terrain, on les a arrêtés, ils ont reconnu qu'ils ont fait cela. Qui a reconnu? Daoué. Vous avez entendu Daoué dire qu'il n'a pas tué? Non, c'est compliqué. Les déclarations sont contradictoires. Ah bon, d'accord. Mais au moins dans ces déclarations, mais il reconnaît quand même l'avoir enlevé. Hein? Ce qui est c'est comme si vous allez me dire que dans son enlèvement, il est aussi contradictoire. Mais s'il a enlevé, la question qui va suivre, c'est pourquoi il a enlevé. Et qui t'a enlevé? Dans le pourquoi il a enlevé, qui a toute cette opacité qu'on nous essaie de révéler. Et justement, l'existence de cette opacité montre qu'il y a des gens qu'on veut protéger. Si c'était toi, parfait Aïssi, qui avait commandé à Daoué d'aller organiser l'enlèvement, il y a très longtemps que cette affaire serait close. Parce que parfait est facile comme ça. Le professeur qui nous dit qu'il a des éléments qui justifient la complexité nous montre parfaitement que ce sont des grands et que la justice est incapable de mettre les grands devant leurs responsabilités. Le petit vieux que je suis, peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. Ce genre d'affaires, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'une des toutes premières affaires de cette nature-là, c'était l'affaire Pondo. C'est l'affaire Pondo. Pondo a été tué de manière complètement... On a aussi connu l'affaire Dikoum, hein?
Oui, mais voilà, autant d'affaires de cette nature. Mais l'affaire Pondo... Ce ne sont pas des affaires similaires, par contre. Elles n'ont pas besoin d'être similaires pour être intéressantes et nous permettre de comprendre. L'affaire Pondo est particulière aussi. Ah bon, tant mieux. Ce que je veux révéler, c'est que si vous voyez la mécanique de fonctionnement de l'État dans ces affaires-là, elle est exactement la même. Le temps passe, beaucoup de temps passe, on finit par oublier l'affaire et puis à la fin, on vous sert des petits couteaux comme des responsables et on protège les commanditaires. Parce que dans cette affaire-ci, les exécutants étant connus, ce qui intéresse le peuple pour lequel on prétend rendre la justice, c'est les commanditaires. L'opposition doit s'organiser pour battre le candidat du RDPC, qu'il soit Paul Biya ou un autre. Mais Paul Biya n'est pas un candidat du RDPC ordinaire. C'est pour cela que sa candidature pose des problèmes. Vous catégorisez les candidatures au sein du RDPC? Oui, au sein même de tout le pays. Dans le RDPC, c'est le président du parti qui a fondé ce parti et qui est à la tête de ce parti. Il n'est donc pas comme un autre militant. Le sujet que vous mettez est éminemment important pour notre société. Dès lors que ce sujet amène les gens à réagir et certains à entrer dans des activités intellectuelles qui visent à tromper l'eau. Quand nous parlons de la légitimité de la candidature, les intellectuels du pouvoir, ils organisent un discours qui vise à amener les gens à parler de la légalité. Alors qu'ils n'ont entendu nulle part le problème de la légalité. La légalité, c'est la conformité à la loi. Un point, un trait. On peut faire un grand sophisme, mais moi, ma petite formation de physicien voudrait que je parle des choses compliquées en des termes simples. Sinon, personne ne va comprendre. J'ai ici la définition de la légitimité selon le dictionnaire juridique. Je suis sur Google. Définition de la légitimité. La légitimité est la conformité à un principe supérieur qui, dans une société et à un moment donné, est considéré comme juste. La notion de légitimité ne recouvre pas celle de la légalité, qui est plus restreinte et qui caractérise ce qui est seulement conforme à la loi. Je termine. La notion de légitimité est contingente de la culture, c'est-à-dire qu'elle renvoie à la culture, au vécu des gens, aux valeurs culturelles qui sont en place. La légalité s'apprécie en fonction du droit positif. Dans le langage quotidien, ces notions sont souvent employées l'une pour l'autre. Ce qui est légal est-il nécessairement légitime? Le dictionnaire a posé la question. Et j'ai gardé pour notre pays ce que dit les Saintes Écritures depuis des millénaires. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 28, toutes choses sont permises, c'est-à-dire la loi. Mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Donc, ce qui est conforme à la loi peut ne pas être bon. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Il est donc question ici d'apprécier ce qui se fait au regard de ce que cela peut être profitable à l'élévation des mentalités, à la culture. C'est dans ce sens que je salue Assira. Je te salue. Je te salue parce que dans le corps des avocats, tu apparais comme constituant la conscience morale de ce corps. Et je vous demande de prendre la parole. Prenez la parole pour que ce qui va se faire ne soit pas une question de légalité, parce que le problème de la légalité ne se pose pas. Mais que ce qui va se faire soit de nature pour les générations à venir à élever la conscience de la société. Lémi Lobé, attendez un peu. C'est un peu compliqué ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes en République. Vous dites que nous devons laisser de côté la légalité. Non, c'est pas ce que vous êtes en train de dire quoi? Laisse-moi plutôt continuer. Vous dites que le problème de légalité... Tu verras ce que... C'est la Bible qui est le fondement de la République. Tu verras ce que... Est-ce que les candidatures sont validées au Cameroun en fonction des écrits bibliques? Non. Les candidatures sont validées en fonction des écrits. Je te dis de la Constitution. Je te dis que dans le code électoral, oui, qui définit les critères très bien légaux
d'examen d'une candidature. La candidature du président Paul Biya ne se pose pas. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je veux simplement te faire comprendre qu'au regard de la loi, même un fou peut être candidat au Cameroun. La loi dit qu'il faut avoir 35 ans, il faut avoir vécu 12 mois continuellement, il faut être de nationalité camerounaise, et c'est tout. Et ne pas avoir d'interférence avec les puissances étrangères. Ça, c'est les conditions d'inéligibilité. Donc, un fou au Cameroun Qui a vécu pendant 1 an ici. qui a vécu 12 mois ici, qui a 35 ans, peut être candidat. Il y a un fou ici à Efoulan, moi je le vois depuis 2 ans. Toi, parfait à ici, couché sur un lit. Et d'ailleurs, M. Garga Amanadi vient de faire une publication. Lui qui a été 2 fois candidat contre Paul Biya, il dit que même couché sur une civière, Paul Biya sera élu. Ce qui veut dire, d'une part, que lui n'avait donc jamais raison d'être candidat contre Paul Biya, puisqu'il savait que Paul Biya va toujours être élu. Mais ensuite, il dit que l'état de santé n'est pas un critère d'appréciation. Sur le plan légal, il a raison, mais il existe, et c'est ce que la Bible nous dit, que la légalité n'est pas le seul fondement de l'appréciation de ce qui est bon. Merci beaucoup. Je n'ai pas terminé, laisse-moi continuer rapidement pour dire aux gens que, comme le recteur, comme les femmes d'Ongo et les autres, la Bible a aussi évoqué l'existence de telles personnes. C'est le terrorisme intellectuel. Vous n'allez pas intimider les gens. Elle dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. Ça c'est pour le recteur. Oui, C'est le terrorisme intellectuel. pour le recteur, et pour les gens qui le savent. Terrorisme ici. Terrorisme intellectuel. Voilà, La Bible lis-nous ça. dit, Lis-nous ça. je t'ordonne, c'est Paul qui parle à Timothée, je t'ordonne solennellement devant Dieu et Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et par sa manifestation et son royaume, prêche la parole, fais-le en instance, en époque favorable, fais-le avec insistance, en époque favorable, en époque difficile, reprends, réprimande, exhorte, avec toute patience et avec l'art d'enseigner, car, et il commence à nous parler, il y aura une période où ils, au pluriel, ne supporteront pas d'enseignement salutaire, mais selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants, comme celui-ci, des enseignants. C'est une mise à l'index. Pour eux-mêmes. C'est de l'inquisition que vous faites. Ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes. Pensée d'inquisition. Des enseignants pour eux-mêmes. Pensée réactionnaire. Afin de faire agréablement caresser les oreilles. C'est une pensée d'inquisition. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. La vérité. Tandis qu'ils se tourneront vers des fables. Quand vous venez sur des plateaux de télévision, enseignez que quelqu'un qui a 92 ans, Déclaré. qui a déjà travaillé 60 ans, vous qui n'avez pas encore travaillé 30 ans, vous venez dire que quelqu'un qui a travaillé 60 ans. Là, je termine. Là, je termine. Est-ce que la loi permet Là, je termine. Nous avons déjà fini ce débat. Nous avons fini ce débat. C'est le débat des manipulateurs. Parce que l'Église, quand elle a parlé, finalement, qu'est-ce que nous devons respecter en République? C'est la loi ou bien c'est la Bible pour deux choses à respecter dans une République. Oui. La loi, et au-dessus de la loi, la morale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok. Alors, je termine. Non, attendez. Le président, ce que je voudrais que le président... lire les messages. Là, je finis. Ce que je veux que le président sache, depuis vous ne finissez pas. C'est que l'histoire de l'Afrique montre que ceux qui tiennent ce type de discours placent le président dans une sphère dangereuse. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, nous savons comment il est fini. Non, on connaît déjà ce que vous allez dire, Limi Lobé, c'est bien. Il y a une longue liste de présidents qui... Habib Bourguiba a fait 5 ans au pouvoir, nous avons vu comment il est fini. Nous lisons des messages d'abord. Ce n'est pas dans des élections qu'il est fini. Des messages. Alors, c'est des menaces. C'est le message... Ce ne sont pas des menaces, c'est le rappel historique des dangers de le président. Vous êtes dans l'intimidation. Parce que vous êtes ceux qui pensent qu'à l'intérieur de l'ensemble de famille, après 42 ans, personne dans cette famille politique n'est capable de remplacer le président et de continuer son œuvre. Nous allons nous C'est de ça qu'il est question. On vous a compris, Limbi Lobé, on vous a compris.